Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour cette conférence L'esprit scientifique, l'esprit critique du côté de la classe, en direct et en public de Learning Lab de l'Université d'Orléans. Alors c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre d'un parcours magistère, parcours magistère, et donc cette conférence c'est le point d'orgue de ce parcours. Mais vous pouvez suivre bien sûr cette conférence en dehors du parcours magistère. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Université d'Orléans ou sur la page du site des Maisons pour la Science. Pour cette conférence, nous sommes avec Frédéric Pérez, conseiller pédagogique et membre de la fondation La Main à la Pâte, qui a conçu et mis en œuvre le parcours Esprit scientifique, Esprit critique. Comment ça va se dérouler? Eh bien, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Dans quelques secondes, je vais laisser la parole à Frédéric, qui va vous parler pendant une quarantaine de minutes, pendant lesquelles vous allez bien sûr écouter attentivement, mais vous pourrez aussi poser vos questions sur le chat du parcours magistère, sur la chaîne YouTube de l'Université d'Orléans, sur les Facebook, la page de la Fondation La Main à la Pâte, ou sur Twitter, hashtag LiveESEC, ESEC pour esprit scientifique, esprit critique, bien sûr. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Frédéric Pérez et je vous retrouve tout à l'heure pour vos questions. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet exposé et puis pour la fin de notre parcours esprit critique, esprit scientifique. Je vais vous donner évidemment les objectifs de cette conférence qui seront de mettre en lumière certains aspects clés d'un enseignement des démarches scientifiques, mais également du transfert de ces compétences acquises au cours de ces démarches pour aiguiser l'esprit critique des élèves. Et le tout en s'appuyant sur des témoignages d'enseignants recueillis au cours de notre parcours esprit scientifique, esprit critique. Donc, nous aborderons les points suivants. Premièrement, la mise en œuvre de situations permettant aux élèves de constater les limites de certaines de nos capacités, comme l'observation par exemple. Deuxièmement, la programmation des apprentissages et la notion de long terme nécessaire au développement d'un esprit critique. Le troisième point sera consacré à l'interdisciplinarité avec notamment l'exemple d'une notion mathématique comme la moyenne, et moyenne qui apparaît cruciale dans la compréhension et l'interprétation de données en général. Et puis, nous terminerons par l'ancrage des activités dans des situations quotidiennes qui parlent aux élèves. Avant de commencer, quelques petites précisions sur la présentation. Lors de cet exposé, vous trouverez des extraits de compte-rendu, et ces extraits de compte-rendu de séances, de classe, vous seront signalés par cet encart. Certains termes seront mis en avant de cette manière-là et certaines parties des comptes rendus qui seront rapportés auront été coupées. Les auteurs de ces extraits ne sont pas cités pour respecter leur anonymat et bien évidemment, nous les remercions chaleureusement pour leur contribution et avoir permis de réaliser cet exposé. Alors, entamons l'exposé avec le premier point, qui est la mise en œuvre de situations permettant aux élèves de constater les limites de certaines de nos capacités. Quelques éléments de contexte. Il s'agit d'un témoignage qui vient d'une classe de 6e, où les élèves ont à identifier des oiseaux. La séquence commence par une rencontre avec une enseignante chercheuse, et l'enseignante aide les élèves à identifier les oiseaux selon leur plumage et le chant en utilisant un jeu de cartes et un CD. Et puis, elle leur pose un problème qui est le suivant. L'homme a-t-il une influence sur la diversité des oiseaux en milieu urbain? Et les élèves entament leurs premières observations. Ils les réalisent dans la cour du collège. Donc voilà ce que nous rapporte l'enseignante. Les élèves décrivent bien les oiseaux observés, mais ne peuvent pas identifier l'espèce s'ils ne la connaissent pas. Les élèves disent « Je vois un oiseau gris avec des taches blanches, je vois un oiseau noir ». On ne peut pas savoir si c'est un pigeon ramier ou biset, une corneille ou un corbeau en regardant de loin.
les élèves réalisent bien que les observations à l'œil nu sont hâtives et imprécises. Cette étape est importante, notamment parce que les élèves vont, par eux-mêmes, constater explicitement certaines limites concernant leur attention et leur capacité d'observation, et notamment les limites de nos yeux, de nos capteurs, mais également ils vont comprendre qu'ils ressentent un manque d'outils, de critères, de connaissances pour identifier les oiseaux, car quand bien même ils réussiraient à décrire correctement les oiseaux qu'ils visualisent, ils auraient du mal à les identifier par manque de référence. Donc on voit là, à ce stade, que les élèves vont éprouver la nécessité de trouver des méthodes pour affiner leurs observations, et c'est le sujet de la séance suivante, où les élèves vont élaborer des protocoles dans ce sens. Je vous rapporte les échanges qui ont eu lieu entre l'enseignante et les différents groupes d'élèves qui formalisent des protocoles pour affiner leurs observations. Donc l'enseignante nous signale qu'un groupe n'a pas d'idée, donc elle leur pose la question suivante: quel matériel vous permettrait d'effectuer des observations plus précises? Un autre groupe propose de mettre des graines dans un nid pour attirer les oiseaux. La question est alors: les oiseaux vont-ils venir dans le nid? Réfléchissez à un support. Un troisième groupe propose d'attirer les oiseaux avec des graines et de les observer avec des jumelles. Où mettez-vous les graines? Quel matériel vous permettrait d'effectuer des observations plus longues? Plusieurs groupes proposent d'installer des caméras avec des mangeoires, des graines et des boules de graisse. Combien de temps va durer votre enregistrement, car il faudra le visionner? Et deux groupes pensent à mettre une caméra à déclenchement automatique avec une mangeoire et des graines. Et l'enseignante leur demande de préciser l'ordre de mise en place. Donc on voit bien que les élèves sont tout à fait capables de trouver des solutions pour affiner leurs observations, notamment en utilisant des objets technologiques que sont les jumelles et la caméra. Et ça leur permet évidemment de voir plus de détails, mais également de multiplier les observations, puisqu'on peut revenir sur un cliché autant de fois qu'on veut, on peut agrandir certains détails, prendre plusieurs clichés du même oiseau à des moments différents ou d'oiseaux de la même espèce. Et puis, les idées qu'ils trouvent, donc l'emploi des jumelles et de caméras, permet aussi de gommer les difficultés liées au milieu, c'est-à-dire les obstacles qui pourraient cacher les oiseaux, le feuillage, etc. Et de gommer les difficultés liées aux habitudes des oiseaux, leur déplacement, la crainte qu'ils éprouvent vis-à-vis de l'être humain. On voit bien que le rôle de l'enseignante durant ce moment est crucial. Premièrement, elle questionne les élèves pour demander des précisions en circulant et en échangeant avec les groupes. Et puis deuxièmement, elle attire évidemment leur attention sur le côté réaliste de leurs propositions. On voit bien que les groupes qui proposent d'installer des caméras vont avoir un problème de temps d'investissement quant à l'analyse des données, puisqu'il va falloir visionner l'intégralité de l'enregistrement. Et ce qui nous conduit à constater que le groupe qui propose un protocole le plus intéressant est celui qui pense à utiliser une caméra à déclenchement automatique. Donc on va terminer avec cette classe sur ce témoignage. L'enseignante nous signale qu'un groupe propose le protocole qui sera retenu, mettre l'appareil et la mangeoire près de la cour. Tout d'abord, donner à manger, puis dans un deuxième temps, mettre en route l'appareil à déclenchement automatique. Et l'enseignante pose les questions suivantes. Où va-t-on mettre le dispositif? Faut-il mettre un seul dispositif pour résoudre le problème? Réfléchissez aux expériences que vous avez déjà faites en sciences. Dans cet échange, on voit que l'enseignant ressente l'activité des élèves sur le problème posé par la chercheuse, qui n'est pas simplement d'identifier les oiseaux pour le plaisir de les reconnaître, mais qui est lié à cette question: influence de l'être humain sur la diversité des oiseaux en milieu urbain. Et pour répondre à cette question, on ne peut pas se contenter d'un seul lieu d'observation, il va falloir les multiplier. Et puis, elle leur demande de convoquer des compétences déjà mises en œuvre au cours d'autres démarches de recherche pour répondre à cette question.
Et ça, c'est très important dans le processus d'apprentissage des élèves, puisque cette façon de faire facilite la généralisation des compétences qui sont nécessaires à cette mise en œuvre et également leur consolidation. N'oubliez pas que l'acquisition de compétences inhérentes aux démarches scientifiques ne peuvent s'acquérir que sur le long terme, par la répétition de situations permettant de les exprimer, on est dans ce cas-là avec cet exemple, et puis en ménageant des temps explicites de formulation de ces compétences avec les élèves. Donc pour synthétiser ce qu'on vient de dire sur ce premier point, on peut dire que la mise en œuvre de situations permettant aux élèves de constater certaines limites motive la recherche de solutions, et l'acquisition de compétences spécifiques permettant de pallier ces limites. L'enseignante nous cite que pouvoir concevoir pour de vrai un protocole de science est un moment fort et rare. Et puis, gardez en tête, c'est un discours que je vais tenir tout au long de l'exposé, que l'acquisition de compétences inhérentes à la démarche scientifique doit s'entrevoir sur le long terme et en ménageant des temps explicites de mise en lien entre différentes situations que les élèves vivent. Nous allons maintenant examiner le second point de l'exposé, qui est la programmation des apprentissages et la notion de long terme nécessaire au développement d'un esprit critique. Pour cela, nous allons utiliser deux séquences pour lesquelles nous allons observer les différences et les points communs. Et ces deux séquences permettent aux élèves de travailler le même type de compétences qui portent sur la fiabilité des informations et l'évaluation des sources. La première séquence est intitulée le DAU, elle est menée en cycle 3 et elle s'articule autour d'un canular présenté à la manière d'un documentaire. La seconde séquence s'intitule Opération Lune, elle est menée en cycle 4 à partir de deux photos, cette séquence expose les thèmes complotistes affirmant que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Donc, examinons d'abord le témoignage qui nous est donné sur la séquence le DAU, et je vous donne quelques éléments de contexte. Il s'agit d'une classe de CM2. Les élèves visionnent, dans un premier temps, une vidéo présentant le DAU comme un animal réel, une vidéo canular. L'enseignante questionne ensuite les élèves pour recenser l'ensemble des informations qui sont données sur l'animal. Et dans une troisième phase, les élèves vont essayer de définir si le documentaire est plutôt un documentaire scientifique ou s'il s'agit d'une fiction, et d'essayer de justifier, évidemment, les réponses qui sont données. Une conclusion sera tirée à partir de ces différentes phases. Et pour terminer, l'enseignante proposera à ses élèves de visionner à nouveau la vidéo pour pointer les éléments douteux et permettre aux élèves qui ne les auraient pas relevés dans un premier temps et au cours du travail qui s'en est suivi, de les identifier. Alors l'enseignante nous rapporte les faits suivants. Elle nous dit « Nous faisons la liste des connaissances découvertes sur cet animal inconnu des élèves, après évidemment le visionnage de la vidéo. Pourquoi avoir choisi ce moment ? Elle déclare qu'elle pensait que les élèves auraient réagi plus tôt sur la véracité de ces informations données par le documentaire. Et elle constate qu'au bout d'une dizaine de minutes, un élève seulement a demandé si l'animal existait. Et on voit dans le dialogue que je vous projette actuellement la manière dont ça s'est déroulé. L'enseignante était en train de demander à ses élèves de recenser les caractéristiques du DAU. Elle leur pose la question suivante, quels sont les autres éléments que l'on apprend sur le DAU? Et à ce moment-là, un élève pose la question suivante, mais est-ce que cet animal existe encore? L'enseignante répond de façon assez neutre, qu'en pensez-vous? Et elle nous signale que là, la discussion est devenue intéressante parce que les élèves ont relevé des éléments troublants de cette vidéo, chute du DAU bizarre, trucage, grosseur de balise, etc. Alors, ce que nous apprend ce témoignage, c'est premièrement que pour les élèves, il est très difficile de repérer un canular. Deuxièmement, ça implique qu'il faut nécessairement aider les élèves dans ce type de démarche
Et si je me réfère à la vidéo qu'on a diffusée dans le parcours Esprit scientifique, Esprit critique, le parcours magistère, on voit la vidéo d'une enseignante travaillant avec sa classe qui, au bout d'un moment, signifie elle-même que la vidéo est un canular parce que les élèves ne l'ont pas repéré, ne sont pas en mesure de le faire. Mais ce n'est pas grave parce que c'est une première étape vers ce type de compétences à acquérir, c'est-à-dire d'être capable de discriminer des informations fausses d'informations qui seraient scientifiquement correctes. Donc n'oubliez pas que la démarche scientifique, aussi bien que l'esprit critique, n'est pas intuitive, ce n'est pas un réflexe, et donc ça nécessite des paliers d'apprentissage, et je vous donnerai quelques conseils et quelques outils, notamment pour arriver à cela. Une chose importante qui a été signalée par l'enseignante dans son déroulé, c'est qu'elle permet aux élèves de revenir sur le document visionné pour le voir une seconde fois. Et ça, c'est un élément important. Et un autre élément important de cette séquence telle que l'équipe de La Main à la Pâte l'a conçue, c'est de proposer un prolongement aux élèves qui est tout simplement de rédiger eux-mêmes leur propre canular en inventant un animal et en testant ce canular sur d'autres élèves. Ça leur permet de se familiariser avec ce type d'écrit que sont les fausses informations ou la désinformation. Passons à la deuxième séquence, qui travaille toujours le même type de compétences, l'évaluation des sources et de l'information, et quelques éléments de contexte concernant Opération Lune. Ce témoignage concerne une classe de 5e. Une fausse vidéo est projetée aux élèves, et cette vidéo montre de faux extraits de journaux télévisés et écrits relatant le fait que l'homme n'est pas allé sur la Lune. Et 2 photos sont mises en avant pour étayer cette théorie, dont l'une vous est projetée. Vous voyez un astronaute qui évolue dans l'ombre de son module lunaire, et les arguments avancés sont les suivants. On ne devrait pas pouvoir voir l'astronaute puisqu'il est dans l'ombre du module lunaire. C'est donc qu'il s'agit d'une photo truquée qui a été réalisée en studio et non sur la Lune. Dans la suite de la séquence, les photos et les fausses coupures de presse sont distribuées aux élèves. Les élèves sont répartis en groupes de 2 ou 3 et travaillent sur une seule photo. Et leur travail est de proposer une expérience, une modélisation, on le verra par la suite, pour affirmer ou infirmer les propos tenus. Et voilà le matériel qui est mis à disposition, des DEL, des figurines, etc. La conclusion se fait lors d'une mutualisation des connaissances et la vidéo est ensuite visionnée à nouveau et détaillée pour montrer les méfaits de la désinformation. Et ça vous rappelle déjà ce qui est arrivé, enfin une partie du déroulement dans la séquence du DAU. Donc voici ce que l'enseignant rapporte au sujet de son témoignage. Il nous dit, à l'issue de la diffusion de la vidéo, un vif débat s'est engagé entre les élèves, la majorité expliquant qu'effectivement l'homme n'est jamais allé sur la Lune, que tout le monde le sait depuis longtemps. Ensuite a démarré l'activité avec l'analyse des documents et les photos. Pourquoi avoir choisi ce moment? L'enseignant répond, j'ai choisi ce moment car le débat a été très productif et animé et a pu sans difficulté découler sur la suite de l'activité. Ce témoignage nous apprend, à l'instar de la séquence le DAU, que les élèves en 5e également, donc en cycle 4, ont des difficultés à exercer leur esprit critique a priori. Ce témoignage nous signale aussi que la situation déclenchante permet naturellement de découler sur une activité qui va conduire à une investigation, une démarche rigoureuse que les élèves vont pouvoir mettre en œuvre par eux-mêmes. Là, ils vont mettre en œuvre une modélisation qui va pouvoir permettre d'infirmer les éléments des thèses complotistes. Vous voyez la modélisation que les élèves ont faite pour contrecarrer les arguments concernant cette photo. Et on voit qu'ils ont utilisé un bâton de colle pour simuler le module lunaire. Et puis ils ont utilisé deux objets pour représenter l'astronaute. Un taille-crayon enveloppé d'un papier aluminium et un bouchon de colle, semble-t-il.
qui est blanc. Et on voit évidemment que dans le cas de figure qu'ils ont utilisé, avec une source de lumière, on peut voir les objets dans l'ombre du bâton de colle. Ce qui fait qu'ils contrecarrent par leur modélisation les arguments qui étaient avancés par les complotistes. Alors l'enseignant nous rapporte ensuite que ce qui a été très intéressant à son sens, c'est que la majorité des élèves, dans un premier temps, a cru aux propos de la vidéo, et à l'issue de l'activité, plusieurs élèves ont bien compris qu'il ne fallait pas se fier à une seule option. Il nous signale encore qu'il est très important de garder du temps à la fin de la séance, 10 minutes, pour revoir la vidéo en insistant sur la pertinence des informations, la pertinence de l'origine des sources d'informations, la nécessité de se poser des questions et l'importance de partager ses connaissances avec les autres. Donc on signale à nouveau l'importance de revisionner une seconde fois les documents ou de relire des documents une fois que la séquence est terminée. Dans ce cas, on en perçoit tout à fait l'importance puisque les élèves avaient un avis et que les démarches qu'ils ont employées, là, en l'occurrence des démarches d'investigation, ont permis de changer complètement cet avis. Donc il est important de revoir les documents dans ce cadre-là. Et évidemment, on sent bien l'ancrage de l'intérêt des démarches scientifiques au service de l'esprit critique dans le cas que nous venons de présenter. Là, il s'agit d'une autre classe de 6e qui travaille sur la même séquence, c'est-à-dire opération Lune. Et le témoignage concerne la solution infaisable proposée par un collégien. L'enseignant nous dit « R dit « Je retourne sur la Lune pour prendre des photos au même endroit et au même moment ». Et l'enseignant nous dit qu'il a choisi ce moment parce qu'il permet de valoriser l'idée et la participation de l'élève, même si on explique que ce n'est pas accessible pour nos moyens et qu'il y a plus simple et moins coûteux. Donc on introduit et valorise les modèles scientifiques. Donc effectivement, ce témoignage nous montre, l'importance de la modélisation, mais aussi un moment propice pour, de manière transversale, explorer ce type de modalité d'investigation. Et puis, l'importance de la modélisation dans le cas présent, puisqu'il y a certains cas de figure où il est impossible de manipuler sur les objets, c'est souvent le cas en astronomie, et il y a des cas de figure où il est difficile de manipuler les objets pour des raisons de coût notamment. Et puis, ce témoignage est intéressant aussi concernant l'erreur, car on voit bien que lorsqu'il s'agit de démarches scientifiques, l'erreur a un statut différent. J'ai mis l'erreur en italique parce qu'au sens scientifique, une hypothèse ou la proposition d'un protocole, on peut pas vraiment dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment parler d'erreur. Et ça entraîne le fait que les élèves ont une perception différente du statut de l'erreur, qui les pousse à s'engager plus volontiers et à exprimer leurs idées de façon plus libre et sans sentir le regard difficile de l'enseignant ou des camarades. Et puis, on peut constater que la proposition de l'élève, elle présente une cohérence puisqu'il dit qu'il aimerait retourner sur la Lune pour prendre des photos au même endroit et au même moment, ce qui montre qu'il a déjà commencé à construire ce qui était une expérience avec des paramètres qu'on doit faire varier et d'autres qu'on ne doit pas faire varier. On pourrait très bien questionner d'ailleurs les élèves sur la pertinence de cette proposition pour constater que scientifiquement, elle pourrait se tenir, mais qu'au niveau du côté réaliste de cette proposition, par contre, la classe ne pourra pas la suivre. Alors, si on fait une synthèse du côté de cet item, programmation des apprentissages, notion de long terme favorisant le développement d'un esprit critique, on peut dire qu'on a eu deux situations différentes. Le DAU, qui est une situation pour laquelle l'esprit critique doit s'exercer au premier ordre, dès le visionnage du document. Et Opération Lune, une situation pour laquelle une vérification via la démarche scientifique est tout à fait possible. On voit dans les deux cas que la crédulité des élèves est grande
notamment lorsque les arguments ou les documents revêtent des aspects scientifiques. On voit bien qu'il va falloir les aider à acquérir cette démarche qui consiste à avoir un esprit critique. Et on voit bien la nécessité d'analyser de nouveau, en fin de séquence, les documents qui ont été présentés au tout début. Et puis, puisqu'il est nécessaire d'avoir la notion de long terme à l'esprit, on sent bien qu'il va falloir programmer des activités au long de plusieurs cycles pour que les élèves acquièrent des réflexes en ayant en tête naturellement, enfin de plus en plus naturellement, ce type de questions. Y a-t-il des informations qui me paraissent étranges? D'autres articles existent-ils sur le même sujet? Et qui sont les auteurs? Pour cette raison, dans les deux ouvrages qui ont été édités par la Fondation La Main à la Pâte, Esprit critique, Esprit scientifique, tome 1 et tome 2, nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils, comme cette grille d'évaluation de la volonté de persuasion, lorsqu'on analyse un document, qui doivent aider les élèves à construire petit à petit des compétences qui vont être en prise avec l'esprit critique. D'autres outils sont à votre disposition, j'y reviendrai en fin d'exposé, qui recensent pour une macro-compétence, évaluée en l'occurrence ici, un ensemble de savoir-faire ou de compétences, faire la différence entre connaissance et fiction, rechercher une information pour construire une connaissance, vérifier une information, être vigilant face à la désinformation. Chacun de ces savoir-faire étant décliné en 3 niveaux, et chacun des niveaux proposant une activité bien précise qui peut être mise en œuvre avec les élèves. Je vous propose de passer au 3e point de notre exposé, qui concerne l'interdisciplinarité. Et je vais vous donner quelques éléments de contexte quant au témoignage qui nous a été fait. Donc là, il s'agit de présenter aux élèves une controverse au sujet de la production d'huile de palme par l'intermédiaire d'un jeu de cartes, jeu à débattre. La séquence s'intitulant le nul état, ça ne s'invente pas. À la lecture des cartes, on demande aux élèves d'analyser les arguments de différents acteurs concernés par l'huile de palme. Certaines cartes fournissent uniquement des informations factuelles, comme celle-ci. En France, chaque habitant consomme en moyenne 2 kg d'huile de palme par an. Voilà ce que nous rapporte l'enseignant concernant cette activité. Une carte fait émerger le doute dans la classe. En France, chaque habitant consomme en moyenne 2 kg d'huile de palme par an. Ce fait met mal à l'aise les élèves, certains disant qu'ils ne mangent jamais de nul état. Je ne consomme jamais de nul état, et pour cause. Donc moi, je ne peux pas consommer 2 kg d'huile de palme par an. L'enseignant nous dit avoir choisi ce moment parce qu'il a été nécessaire de prendre un temps pour mettre en lumière ce que signifient les chiffres fournis par l'actualité, les moyennes en l'occurrence, et comment chacun peut se positionner par rapport à ce chiffre, quel élément intéressant on peut en tirer, etc. Donc on voit bien dans le cas présent qu'il y a nécessité de travailler la notion de moyenne en mathématiques, soit en amont, cela a été fait, très bien, soit c'est le moment de le faire si les élèves ont du mal à comprendre ce que signifie une moyenne. Et puis, il va falloir expliciter dans le contexte présent ce que signifie la moyenne, en prenant sans doute des exemples dans d'autres contextes pour faire comprendre aux enfants qui ont du mal à saisir cette notion, ce que cela signifie. Par exemple, on pourrait leur dire, lorsque vous faites la moyenne de vos notes, il se peut que vous obteniez 8 de moyenne et que vous n'ayez jamais 8 au cours du trimestre, mais uniquement des 7 et des 9. Voilà, donc essayez de trouver des situations variées qui permettraient ensuite de revenir au contexte précis d'huile de palme pour faire comprendre ce que signifie ce chiffre aux élèves. Nous allons aborder notre dernier point, l'ancrage des activités dans des situations quotidiennes qui parlent aux élèves.
Alors, le témoignage qui nous est fait à ce sujet n'est pas une activité qui figure dans le module la main à la pâte, esprit scientifique, esprit critique, et c'est tant mieux. C'est bien que vous soyez créatifs quant aux activités qu'on peut mener avec les élèves pour leur faire acquérir ces compétences. Donc la séquence s'intitule « C'est toujours quand ». Alors, quelques éléments de contexte. Il s'agit d'un moment d'accompagnement personnalisé qui permet de travailler l'esprit critique, mais également l'anglais. C'est une classe de 5e qui est concernée. Dans un premier temps, les élèves ont travaillé avec leurs enseignants sur des questions de corrélation, de causalité, avec des phrases du type « c'est toujours quand j'ai nettoyé les carreaux qu'il pleut » ou « il y a plus de naissances les jours de pleine lune », parties qui sont effectuées en français et en anglais. Et puis ensuite, les élèves sont chargés de rechercher des moyens pour permettre d'infirmer ou d'affirmer ce type d'assertion de manière rigoureuse. Donc, ils mettent en place des carnets de scientifiques, ils relèvent des données, etc. Et puis, on arrive à un moment où les élèves sont invités à déterminer une situation par eux-mêmes où l'enchaînement des événements semblait inéluctable, donc des situations qui les touchent au premier ordre. Et voilà quelques propositions qui sont faites par la classe. C'est toujours quand je viens de faire mon brushing qu'il pleut. C'est toujours quand je n'ai pas révisé qu'il y a un terreau. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours réviser. C'est toujours après le devoir que je comprends ce qu'il fallait faire. C'est toujours le nouveau vêtement qu'on salit. Donc là, on est dans une situation où on part de situations de la vie quotidienne pour enseigner l'esprit critique et pour aller vers une démarche scientifique. Ça permet d'impliquer d'autres disciplines, on le voit bien là, l'anglais, la documentaliste ou le documentaliste. Et puis ça permet aux élèves de mieux percevoir le lien entre compétences acquises au cours d'une démarche scientifique et l'esprit critique, puisqu'on part de l'esprit critique et qu'ensuite on peut dérouler une démarche tout à fait rigoureuse et scientifique qui va nous permettre de prendre position par rapport aux affirmations. On va reprendre l'exemple du brushing et on va essayer de détailler un protocole qui concerne cette question. C'est toujours quand je viens de faire mon brushing qu'il pleut. Donc, si on met en œuvre un protocole qui permet de vérifier cette assertion, il va falloir qu'on pense à une durée significative, 1 mois par exemple. Il va falloir choisir un nombre de participants significatif également. On peut le faire à l'échelle des élèves de la classe. Et puis définir une méthodologie en amont concernant le relevé de données, en pensant qu'il faut prendre des données systématiquement, quelle que soit la météo et la présence du brushing ou non. Il va falloir choisir des outils communs pour le relever, un tableau par exemple ou autre. Et puis ensuite, il va falloir traiter l'ensemble de ces données. Il est bien de le faire réaliser par différents groupes d'élèves de la classe et puis d'organiser évidemment une mise en commun quant à l'analyse de ces données et à la réponse qui est apportée. Donc si on synthétise ce que j'ai dit sur les 2 derniers points, c'est-à-dire ancrage des activités dans des situations quotidiennes et interdisciplinarité, on peut dire que si on veut travailler l'esprit scientifique et l'esprit critique, il est tout à fait possible de diversifier les approches. On peut très bien puiser des situations déclenchantes dans la vie quotidienne. Et on demandera aux élèves d'exercer leur esprit critique dans ces situations a priori, et ensuite d'utiliser des démarches scientifiques dans un second temps pour les mettre à l'épreuve. On peut très bien procéder à l'inverse, c'est-à-dire partir des démarches scientifiques pour mettre en évidence des compétences employées lors de ces démarches, compétences spécifiques, et ensuite aller chercher dans des situations de la vie quotidienne la manière dont on pourrait les transférer et à ce moment-là donc exercer son esprit critique. On voit bien également que l'implication d'autres disciplines dans ce type d'activité donne tout son sens à la notion d'apprentissage et surtout à la notion de cohérence des apprentissages. Alors pour conclure cet exposé, quelques points de repère. N'oubliez pas que l'esprit scientifique et l'esprit critique doivent faire l'objet d'un apprentissage sur le long terme. Ces 2 types de démarches sont
peu intuitive, elle nécessite de développer des compétences spécifiques. Ce qui entraîne la nécessité de programmer des activités sur l'ensemble de la scolarité. Et n'oubliez pas de programmer également des moments formels qui permettent aux élèves d'expliciter les compétences acquises, les compétences mises en lumière au cours des activités que vous leur proposez, et surtout de les réutiliser dans des contextes variés. Évidemment, l'intérêt d'impliquer différentes disciplines au service de ces apprentissages est indéniable. Si on pense à programmation des activités, programmation sur le long terme, sur plusieurs cycles, n'oubliez pas que la proposition qui est faite par la Fondation La Main à la Pâte, de ces 2 modules, je vous ai mis l'adresse où vous pouvez les trouver sur notre site, vous font des propositions pour vous aider dans ce sens. Vous trouverez notamment des outils de ce type. Là, cet outil vous permet de visualiser l'ensemble des grandes compétences travaillées, des blocs, observer, expliquer, évaluer, argumenter, inventer. Et pour chacun de ces blocs, sont définis un ensemble de savoir-faire, un certain nombre de savoir-faire. Par exemple, pour le bloc observer le monde qui nous entoure, ces objets, ces phénomènes, il y a 5 savoir-faire. Et chacun de ces savoir-faire est détaillé dans d'autres tableaux. Par exemple, là, on a le bloc observé, en différents niveaux, 3 niveaux à chaque fois, et sur chacun des niveaux, niveau 1, 2, 3, vous avez une proposition d'activité qui est faite et que vous pouvez mener avec vos élèves. Donc n'hésitez pas à utiliser ces outils. Pour terminer, je voudrais revenir un petit peu sur la philosophie de cette publication. L'objectif est évidemment de vous aider à programmer des activités avec vos élèves qui leur permettent d'identifier des compétences inhérentes à la démarche scientifique et de pouvoir transférer ces compétences dans des situations de la vie quotidienne au service d'un esprit critique. Dans le meilleur des mondes, vous, en tant que professeur de sciences, avez déjà une programmation d'activités tout au long de votre année. Donc vous n'êtes pas obligé de reprendre stricto sensu l'intégralité des activités qui sont proposées dans le module, mais vous pouvez très bien vous en inspirer pour adapter certains moments aux séquences que vous avez déjà programmées avec vos élèves. Merci de votre attention. Nous allons maintenant récolter quelques questions que vous nous avez posées au cours de cet exposé et y répondre. On se retrouve tout de suite. Bonjour, toujours en direct du Learning Lab de l'Université d'Orléans. On va passer à la phase des questions, des réponses aux questions que vous avez posées sur les différents réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec une question très pratique d'Alexandre qui nous demande comment gérer le peu de matériel disponible dans les classes, au collège en particulier, pour les activités comme les machines de Rube Goldberg, la boîte de chocolat, etc. De par notre expérience, puisque nous avons mis en œuvre l'ensemble de ces séquences dans de nombreuses classes pour les tester, les élèves sont ravis de participer à la constitution du matériel. Donc franchement, il suffit de les solliciter, de faire soit un listing avec eux, soit de leur proposer une liste de matériel, et ils seront ravis de fournir ce qui vous manque, et ça posera, à mon sens, pas de problème. Alors, une deuxième question, voilà, qu'on a un petit peu vue en conclusion, mais peut-être revenir dessus. Peut-on travailler sur l'esprit critique si on a un nombre réduit de séances devant soi? Alors, c'est une bonne question. Il est vrai que durant l'exposé, vous m'avez vu insister sur le côté long terme et programmation récurrente d'activités au service de l'acquisition de ces compétences. Si vous avez peu de séances devant vous, ce n'est pas forcément gênant. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut faire un peu, mais il faut faire souvent.
C'est-à-dire que si vous avez quelques séances devant vous, choisissez dans les outils que j'ai présentés des séances qui sont plus courtes, moins gourmandes en temps, parce qu'il y en a, et essayez de les adapter, c'est aussi possible, ou essayez de les mettre en œuvre telles quelles avec vos élèves. Mais par contre, sachez que votre action sera efficace si vous répétez dans le temps, à plusieurs moments de l'année et à plusieurs moments de la scolarité, ce type de séquence. Une troisième question de Dominique. Où puis-je voir les vidéos citées dans la conférence? Alors, pour le moment, le parcours se terminant, il restera néanmoins ouvert jusqu'en fin d'année scolaire, c'est-à-dire, on va dire, jusqu'en août. Jusqu'en août. Voilà. Donc, pour l'instant, vous pouvez aller sur Magister pour pouvoir le voir. On me fait signe, mais je n'ai pas bien compris. Dans les programmes? D'accord. Ok. Excusez-moi. Donc, vous pouvez les voir sur Magister. Et puis, dans un second temps, dans l'année qui suivra, l'année scolaire qui suivra, on récupérera l'ensemble de ces vidéos et on récupérera le parcours pour le démonter en petits parcours que nous mettrons en ligne sur notre site, le site de la Fondation, pour que vous puissiez y accéder. Alors, on va prendre une dernière question de Véronique. Je suis formatrice en circonscription. Puis-je utiliser votre parcours pour former des enseignants? Oui, c'est tout à fait possible. Ça s'est déjà fait. Donc, tant qu'il est ouvert, profitez-en. À partir du moment où on ne l'accompagne plus, puisque cet accompagnement est clos, vous pouvez scander les différentes étapes comme bon vous semble. On a conçu ce parcours un petit peu différemment que nos deux parcours précédents, c'est-à-dire que les 5 premières étapes peuvent être réalisées de manière indépendante. Donc vous pouvez choisir une seule de ces étapes à travailler avec vos enseignants. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut quand même coupler une étape avec toute la partie qui vient après, c'est-à-dire la mise en œuvre en classe et les échanges autour des mises en œuvre de classe qui sont vraiment importantes et qui sont partie intégrante évidemment du parcours. Bien, il me reste à vous remercier pour cette conférence, à remercier les personnes qui ont suivi. Merci pour votre attention. Et notamment pour les personnes qui ont suivi le parcours Magistère, Esprit Scientifique, Esprit Critique, donc qui est maintenant terminé. Si vous avez des questions, on pourra quand même y répondre par l'intermédiaire des forums sur le parcours jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, on remercie nos partenaires pour ce parcours, donc l'Université d'Orléans, et donc, qui nous met à disposition ce Learning Lab, et l'équipe technique, donc Florian Bellouet. On remercie également toutes les personnes qui ont participé à l'animation et la conception du parcours magistère au sein de la Fondation La Main à la Pâte. Donc, je vais les citer: Elena Pasquinelli, Gabriel Zimmermann, Mathieu Farina, Steven Sven Guyon, donc Frédéric Pérez, Antoine Salio. On est vraiment ravis de cette aventure. Un petit mot aussi pour remercier celles qui sont derrière leur écran et qui ont surveillé les réseaux sociaux pendant la conférence, Gabriel Zimmermann et Cécile Bell de la Fondation La Main à la Pâte également. Voilà, merci à tous. On espère vous revoir bientôt sur le site de la Fondation ou ailleurs, pourquoi pas en vrai. Et à bientôt. Bonne continuation. Au revoir à tous.